Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. Aujourd'hui, on est dans les MDB Talk, on va parler entre marchands et experts de l'activité de marchand de biens. Je suis avec une experte, Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Benjamin. Et avec Sébastien, fondateur Bonjour à du tous. Cercle. On va discuter, si vous ne connaissez pas Laurence, d'urbanisme, entre autres. Entre autres. Activité de marchand de biens, d'urbanisme, de comment les marchands de biens se sont appropriés, s'approprient ou pas les complexités de l'urbanisme, tout un vaste sujet. Ce que je te propose, c'est déjà de nous dire un petit peu quelle est ton activité aujourd'hui dans le cadre de tes missions en conseil pour des marchands, pour des promoteurs ou en tout cas opérateurs porteurs de projets dans le cadre des missions d'urbain que tu peux faire. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Te présenter un petit peu. Mais t'as tout dit? Non, missions non, d'urbain. c'est pas vrai. Presque. Mon activité s'intitule très pompeusement assistance à maîtrise d'ouvrage, spécialisée dans le domaine, dans le volet urbanisme. Voilà, donc j'accompagne les porteurs de projets pour valider en fait la faisabilité de leurs opérations au regard des règles d'urbanisme, pour m'assurer qu'ils n'ont rien oublié, que tout est OK et qu'il n'y aura pas de problème au moment du dépôt de l'autorisation. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes. Et quel parcours pour en arriver là? Alors, moi, j'ai commencé sur le terrain, en fait. Je fais une reconversion professionnelle. Bon, je connaissais un peu l'immobilier parce que je gérais une SCI familiale. Donc, j'ai fait de l'achat, de la revente, des travaux. J'ai même essayé de faire un changement de destination, mais je n'avais pas les places de stationnement. Mais c'était avant que je sois dans le domaine de l'urbanisme et je comprends mieux, voilà. Pourquoi tu n'avais pas pu? Pourquoi la mairie refusait obstinément ce D'accord. changement de destination. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle et le milieu immobilier, c'est facile. Agent commercial, en 2 temps, 3 mouvements, tu t'inscris. Et le hasard a voulu que je sois contactée par des marchands de biens qui cherchaient des prospecteurs fonciers. D'accord. Le PLU, ça a toujours été quelque chose, moi, qui m'intéresse. Je l'ai lu pour des travaux personnels. J'ai été à l'enquête publique de ma ville. J'ai rencontré le commissaire enquêteur. Enfin, je ne sais pas pourquoi le PLU et moi, on était faits pour s'entendre. Je Donc, sais pas. Moi non. Hein. J'ai appris, en fait, sur le tas, à faire des faisabilités. Et au bout de 18 mois, je me suis dit qu'il me manquait des infos. Je fais un master en droit, en cours du soir, au CNAM, à l'ICH à Paris. Voilà. Et mon titre, c'est responsable de programme immobilier, mais il n'y a que l'urbanisme, moi, qui me fait vibrer. Wow. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Donc là, en nom propre en société, ça fait 3 ans, mais ça fait 7 ans que j'ai démarré. Ok. Et donc du coup, tu as été contacté par des marchands qui cherchaient des programmes à monter ou à réaliser? Du lotissement pur. Des marchands qui ne faisaient que du lotissement. Donc c'était vraiment ça mon cœur de métier. Chercher en fait via des agences immobilières. Donc on travaillait en partenariat avec les agences. Donc je regardais toutes les annonces, j'appelais, je visitais, je faisais la FESA. Et après, ils venaient sur place faire ou pas une offre. C'était comme ça que ça se passait. Ok, tu étais leur développeuse pour cette partie-là. Exactement. Très bien. Et maintenant, tu fais toujours ça? Pas du tout, puisque en plus, c'est vrai que les temps sont durs pour les terrains. Donc, c'est pas vraiment en ce moment quelque chose, une activité qui est recherchée. Donc, en fait, je me suis diversifiée et je touche à tout ce qui a trait à l'urbanisme dès qu'il faut lire le PLU. Donc, ça peut être de la division de bâtis pour faire des logements, du changement de destination, des extensions sur élévation. Vraiment, dès qu'il faut lire le PLU pour faire une valorisation, en fait. Et du coup, parce que moi, du coup, je t'ai rencontré sur LinkedIn. Hein, c'est comme ça que tu as intégré notre réseau en tant qu'AMO pour compléter l'offre d'AMO du Cercle. Et donc l'idée d'aller sur LinkedIn, c'est quoi? C'est justement suite à ce changement entre être développeuse et pouvoir analyser pour le compte d'autres marchands de biens que tu ne connaissais pas. Eh ben, l'idée, c'est de se faire connaître, puisque moi, j'ai changé complètement d'orientation professionnelle. J'ai travaillé au départ pour un petit groupe de marchands, je ne connaissais personne. Et j'ai découvert LinkedIn, en fait, au moment du Covid. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis mis sur ce réseau. J'entendais qu'il fallait être présent. Je n'avais pas du tout, au départ, développé cette activité. Et puis, un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive. Et c'était surtout sur l'impulsion de Tom Delay, que je remercie, du groupe Les Petits Génies de l'Immobilier, qui m'a dit il faut écrire. Donc, c'était en août, je pense il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi, je me suis mis à écrire tous les jours. Donc, j'ai publié un post par jour.
Et c'est comme ça que tu m'as découvert. C'est un des premiers à te découvrir. Qu'il t'a connu, mais que tout le monde t'a découvert. Voilà, mais après, ça se fait petit à petit. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai monté mon réseau au fur et à mesure. Après, j'ai rencontré François Bourgoin au CNAM, donc qui m'a aussi permis de rencontrer des marchands en direct. Et voilà, de fil en aiguille. Et le fait de faire partie du cercle, c'est un plus aussi indéniable pour rencontrer du monde. Oui, pour rencontrer des marchands, forcément. C'est ça. Du coup, ton parcours dans le cercle, comment tu nous as... Voilà, quel a été le parcours de formation pour les membres dans le cercle, comme on l'a monté au fur et à mesure, parce qu'on l'a réadapté chaque année, C'est ça, etc. exactement. On a démarré par des masterclass, en fait. C'était l'objectif, c'était vraiment d'apprendre des choses. Donc, au départ, c'était une masterclass par mois sur le thème de l'urbanisme. Et il y avait aussi la hotline. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi le groupe Facebook avec des questions auxquelles j'essaye de ne pas répondre tous les jours, mais j'ai du mal, en fait, à ne pas répondre instinctivement. Bah oui. Voilà. Et puis, j'ai souhaité, tu m'as validé cette idée, donner un petit peu plus de valeur pour que les membres du cercle montent en compétences, parce que la formation, c'est bien, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la pratique sur le terrain et des ateliers. Donc, on a mis ça en place il y a maintenant 1 an. Donc, on fait des ateliers tous les 15 jours. Les membres, en fait, ont une fiche récapitulative. Maintenant, ils ont une trame à suivre et pour montrer leurs opérations, et moi, je les valide derrière. Enfin, on les valide en groupe au moment de l'atelier, voir s'ils ont oublié ou pas des choses. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que théoriquement, ils savent maintenant tout ce qu'ils doivent vérifier dans leurs opérations. Et on continue avec la digitalisation, avec Awatif en responsable métier, pour que justement tout ça soit le plus automatisé possible, encore une fois, pour que les gens les membres puissent faire eux-mêmes 90% du job, et qu'on ne soit là que pour la vraie valeur ajoutée, des détails ou de l'amélioration continue, parce que l'urbanisme change, et il faut pouvoir être là, ou des notions d'interprétation qui peuvent amener à confusion, sur lesquelles c'est bien de donner son avis en termes de validation, même si des moments on peut dire, là, il va falloir aller voir l'urbanisme, parce que pour le coup, c'est pas forcément hyper clair, quoi. C'est ça, donc l'idée de la digitalisation, moi, comme je la vois, c'est en fait l'idée en fonction du type d'opération, savoir exactement quel est le processus à suivre pour ne pas oublier d'étapes. Et chaque opération a des spécificités qui lui sont propres. Donc l'idée, c'est pas de se noyer dans le PLU, c'est vraiment de faire le point sur les choses primordiales. Et du coup, ce parcours permet de faciliter la tâche et de ne rien oublier. Je pense qu'il y a de la théorie et de la formation pratique sur le PLU, et il y a après le fait de l'appliquer concrètement à un projet et d'être sûr qu'on est dans les bonnes cases, parce que dès qu'on sort un tout petit peu, il y a plein de cas, on va y venir après sur les principaux cas de figure que les marchands rencontrent, je pense, mais il suffit d'un mot, d'un et, d'un ou, et on peut avoir des projets en milliers, centaines de milliers d'euros qui s'envolent. Ou au contraire, on pense qu'on ne peut pas faire le projet, et en fait, on peut peut-être le faire. Le PLU, en fait, c'est du français. Oui. Et tous les mots et tous les petits mots de conjonction sont importants, effectivement, et la manière dont c'est rédigé. Et souvent, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas où aller chercher l'information. Ouais. Et il y a quand même des petites choses dont il faut s'assurer pour ne pas oublier une information capitale qui pourrait effectivement te faire capoter ton projet ou te le faire réaliser. Parce que exactement. Souvent, on se dit que le PLU, ça va être une contrainte, encore un problème, mais en fait, pas du tout. C'est une opportunité pour arriver à faire des choses. Je suis bien d'accord. Du coup, avant de passer à ça, parce qu'on a parlé par rapport au cercle, mais toi, tu pour le compte de tiers, tu fais ça donc, avec ta société. Donc, les gens, comment ça se passe? Les gens te contactent, te donnent le projet, tu l'analyses pour eux. Tu leur fais une fiche récap ou je ne sais pas comment tu appelles ça, fiche récapitulation de ce qui va, un audit voilà. Avec de ce qui va pas, et avec un prix. Bon, de toute façon, on mettra tes coordonnées en bas pour que les gens puissent te contacter, et ça leur permet de se dire, voilà, je sais ce qu'il faut que je règle, ce qu'il faut que je règle pas, si mon OP est ok, pas ok, si je peux poser ma DP ou mon PC, ou si je peux tout simplement aller plus loin sur le projet. C'est ça, exactement. Donc, il y a plusieurs formules. Donc, soit effectivement, il y a l'audit complet, c'est-à-dire vraiment la faisabilité. On va aller dans le détail extrême pour être sûr que ça passe. Et sinon, c'est des consultations, autant passer sur des petits points de vigilance, des choses juste à vérifier. En fait, je m'adapte à tous mes clients. En fait, chacun est différent. Il y en a qui préfèrent un écrit, d'autres une visio. Voilà. Tout est possible. Ok. Très, très bien. Si on en vient au concret de l'Urba, toi qui as côtoyé nombreux marchands de biens,
C'est quoi un peu la problématique la plus typique que tu rencontres ou que les marchands de biens se questionnent? Ils se questionnent sur quoi quand ils font des opérations? Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ne se questionnent pas suffisamment, ils questionnent trop directement l'urbanisme. Bonne réponse, ouais. C'est bien ça. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est souvent le débat qu'on a avec toi en disant même certains membres pourtant avec tout le process qu'on met en place, ils vont le regarder un peu trop tard souvent. C'est ça. Et c'est alors que c'est une question primordiale sur laquelle il faut regarder. Même nous on a une OP où tu vois l'ADP a été faite par le vendeur. Du coup, on ne l'a pas regardé en se disant elle est validée, purgée de tout recours, alors qu'il y a des erreurs. Et comme quoi, même quand on a quelque chose qui est bien fait, nous on a l'habitude quand même de vérifier l'urbanisme avant, mais on s'est dit là il est validé, purgé de tout recours, on ne regarde pas. Mais ça en va au point que même l'urbanisme fait lui-même des erreurs. Donc à nous, marchands professionnels, quand on hérite d'un truc, de vraiment tout contrôler, quoi. C'est ça, c'est obligatoire l'urbanisme, et ça devrait limite venir avant tout le reste. C'est vrai. Alors... on fait pas ça avant. Regarde les chiffres, faut être clair et c'est parce que c'est sa passion. Maintenant, quand t'as intégré le cercle, tu vas regarder les chiffres aussi avant parce que si les chiffres tournent pas, faut pas aller. Oui, on est d'accord, mais parfois les chiffres ne tournent pas, mais si ça... il y avait un point d'urbanisme qui de toute façon t'empêchait de faire l'opération, tu vois. Alors évidemment, c'est pas la majorité des cas. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, toi, tu vas plus vite aller à un PLU qu'à faire un bilan. Et on va plus vite à remplir un bilan qu'à lire un PLU. C'est ça. Et du coup, en fait, chacun met le curseur en fait au départ pour ça, quoi. Mais c'est rigolo ta réponse. Mais je prêche pour ma paroisse. Bah oui, t'as raison. Mais je te disais sur quoi ils se questionnent ou sur quoi ils s'interrogent, et toi tu me réponds, ils se questionnent pas assez. Parce que c'est vrai que moi, il y a quelque chose que j'ai retenu un peu de tout ce que tu nous partage et qu'on voit avec les opérations des membres ou les nôtres, etc., c'est les informations de base. Des fois, on les a même pas pour étudier correctement et savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Genre un titre de propriété, par exemple. C'est ça. C'est vrai que ces derniers mois, j'insiste beaucoup en fait sur les documents qu'il faut avoir pour analyser une opération. Les éléments essentiels à récupérer. Alors, fatalement, le titre de propriété, mais je sais bien les objections que vous allez me donner. L'agent immobilier ne veut pas nous la transmettre ou il ne l'a pas lui-même, mais quand on ne sait pas ce qu'on achète, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des petites surprises. Je me rappelle quand j'étais jeune prospectrice foncière, c'est une fois qu'on était devant le notaire qu'on s'est aperçu qu'il y avait une servitude non edificandi sur le terrain qu'on convoitait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas construire plus d'un étage. Un niveau, donc la valorisation, ce n'est pas la même. Donc, et puis, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais là, par exemple, on a une opération qui a capoté il y a peu de temps où on a déjà mis du temps et de l'énergie. Alors, pour d'autres choses, si, tu me diras, ça touche l'urbanisme. Pour un transfert de DP qu'on ne nous autorise pas pendant la phase compromis, nous, on ne peut pas acheter un truc qui va être transféré après. Et on ne sait pas ce que ça va donner. On fera sûrement une vidéo là-dessus, parce que pour le coup, c'est quand même assez... Encore mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Écoute, je sais plus. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper important en fait dès le départ de vraiment tout avoir. Et donc, tu parlais justement du titre de propriété. Qu'est-ce qui est ? Alors, il faut savoir, en fonction de son opération, moi, je milite quand même pour récupérer la matrice cadastrale, c'est-à-dire ce qui est déclaré aux impôts. Parce que l'idée, c'est de faire des recoupements entre les informations qui sont sur le site de propriété, ce que l'on visite exactement, parce qu'on peut visiter des choses... Ils ne sont pas les mêmes. Transformés, qui ont été... Voilà, donc il faut s'interroger, il faut forcément le cadastre, parce que c'est sur le cadastre qu'on voit qu'il y a des vérandas qui n'existent pas, ou des abris de jardin qui ne sont pas là, etc. etc. Ouais. S'ils sont en copropriété, il faut avoir l'état descriptif de division, le règlement de copropriété. Mais tu sais qu'on a un membre où quelqu'un lui a fait visiter l'immeuble d'à côté. Voilà. C'est-à-dire que c'était à Toulouse, il a visité deux appartes au dernier étage, c'était à peu près les deux mêmes immeubles. C'était l'immeuble d'à côté, heureusement qu'avec l'adresse, la matrice, il a tout recoupé, il a vu qu'il avait visité le mauvais immeuble. Ah ouais. Mais quand même, c'est étonnant d'avoir pu visiter un autre bien que les deux celui appartenaient, qui était... voilà. On a pas poussé le truc, peuvent se tromper. J'ai visité cette semaine une parcelle, on me dit il y a une monopropriété, puis quand je regarde ce cas, je dis mais cette partie-là, quand je la visite, je dis mais celle-là, elle est à propriété d'à côté. Oui, mais c'est à nous depuis très longtemps, mais ils n'ont pas fait les rectifications qu'il fallait, donc c'est compliqué. Voilà. Les agents immobiliers ne savent pas toujours ce qu'il en est, ils ne comprennent pas forcément. C'est ça. Donc, ok. L'idée, c'est d'avoir les informations, parce que j'entends aussi les messages qui me disent c'est pas grave, le notaire après fera son travail, il nous dira ce qu'il en est, mais c'est souvent trop tard. Et puis ça permet, quand on a les infos, de négocier avant.
Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je suis coupé, c'est qu'en plus des moments, nous, en tant que marchands, on injecte des fonds pour poser un PC, pour avant même d'arriver à la promesse, parce qu'on est d'accord, on a une offre d'achat contre-signée, valide, on sait qu'on peut forcer la vente. Et en fait, pour gagner du temps, quand on n'a pas trop de délai en fait, entre notre promesse, qu'on n'a pas réussi à négocier entre notre promesse et notre réitération, on va injecter un peu de fonds, ça peut être 1000, 2000, 5000, 10 000, sur des très gros projets, peut-être beaucoup plus, avant même d'avoir pu avoir toutes ces infos. Je ne parle même pas des promesses qui sont faites directement en agence, c'est encore pire, parce que c'est d'ailleurs pour ça que nous on prône que les promesses doivent être faites chez le notaire, parce qu'il va tout de suite vérifier ça en amont, et s'il ne l'a pas, il va tout de suite nous dire « Attention, tant que je n'ai pas ça, il ne faut pas avancer plus loin, il faut que je le récupère si je ne l'ai pas récupéré », et mettre les conditions qui vont bien dans la promesse pour pouvoir travailler pour nous sereinement et pouvoir mettre des fonds au bon moment, parce que des moments, comme je disais tout à l'heure, même quand on met des fonds, on est sûr de 99,9%, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu comme ça, parce que l'offre n'est pas bien faite à ce moment-là, et donc il faut vraiment faire très attention et les récupérer très en amont, surtout sur des projets où on doit injecter du temps et de l'argent avant. Surtout que si on n'a pas certaines informations, on ne peut pas répondre en fait à la question de faisabilité. Parce qu'on ne sait pas s'il faut un changement de destination ou pas, ça change tout en fait. Tout part des départs de qu'est-ce que c'est. Exactement. J'apprends, Laurence. Hein. J'apprends, Laurence. Je pense que tu es assez avancé. Hein. Et sur le côté pragmatique des choses entrepreneurs, c'est-à-dire que on en parlait souvent dans certaines interviews que nous, notre boulot, c'est d'aller vite parce que le temps, c'est de l'argent. Parce qu'une fois qu'on a acheté, on a des intérêts bancaires qui tombent. Et le temps qu'on peut gagner à travailler le dossier en amont, c'est du temps de gagner entre la promesse et les réitérations, et du coup du temps de commercialisation, du coup du temps pour avancer sur notre projet, et du coup qui nous permet en fait tout simplement d'avoir moins de portage. Donc c'est vraiment important de le prendre dès le début, parce que pour le coup l'urbanisme, ça peut être un non catégorique. C'est pas mon bilan il tourne un peu moins bien. 20% de marge ou 18, voilà. C'est ça, il faut vraiment l'appréhender comme ça, c'est un go ou un no-go quoi. Ouais. Et donc une fois qu'on est parti de ce qu'on a, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié bien l'actif sur lequel on est positionné, les étapes derrière... Alors déjà, c'est votre travail, les étapes derrière, hein, puisque c'est à vous de voir quel type de valorisation peut être faisable sur un bien. Donc s'il y a du terrain, ça peut être un lotissement, mais pas que. Est-ce que c'est vrai que dans certaines régions où le prix au mètre carré en zone tendue est très important, ça peut être quand même un plus de savoir... Même si on ne va pas porter l'opération, de savoir si on peut faire une surélévation, une extension, s'il y a des mètres carrés à gagner, on peut récupérer de la surface habitable. Changer des garages en surface habitable, aménager des combles. C'est ça. Mais si on ne connaît pas au départ tout ce type de valorisation et qu'est-ce que ça implique en termes d'autorisation, de délai, ça va être beaucoup plus compliqué à imaginer. Alors là, on parle de surface, d'optimisation de surface, mais je pense à un truc qui intéresse énormément de monde ici qui nous suivent, les places de parking. Les divisions de logement. J'ai besoin de places de parking. Est-ce que tu sais nous faire une récap un peu... une masterclass en 2 minutes. Ouais, voilà. Alors même ça, 5 minutes, mais de dire les grands principes là-dessus, pour que les gens ne s'y perdent pas en disant il y a des grands principes à suivre, et que de bien les appréhender, et qu'ensuite derrière, c'est pas si complexe que ça. Alors le principe... Toute création de logement nécessite de suivre les prescriptions d'urbanisme, même s'il n'y a pas d'autorisation à déposer. Ce sont deux choses qui sont complètement décorrélées. Tout type de travaux nécessite de suivre les prescriptions. C'est-à-dire même des divisions dans des volumes existants, exactement. Même des divisions de bâtis, vous achetez 2 maisons sur une même parcelle qui n'ont pas besoin d'autorisation d'urbanisme. Même mettre une piscine de moins de 10 mètres carrés qui ne nécessite pas d'autorisation, il faut respecter les règles d'urbanisme. Si tu n'as plus suffisamment d'emprise au sol pour la mettre, tu ne pourras pas, même si il n'y a pas d'autorisation. Voilà. C'est le principe pour les logements. Et donc du coup... Dans le cas de division, si c'est de la création de logements, théoriquement, il faut suivre les prescriptions en matière de stationnement. Exactement. Mais encore faut-il savoir les lire. Ou il faut savoir comment elles ont été écrites. Parce que exactement. Elles n'ont pas été des fois écrites de la façon dont la ville le voulait peut-être même. Exactement, puisque Pardon. Ce que je veux dire, c'est la grosse nuance. En fait, c'est pour ça que tout le monde s'y perd. C'est parce qu'on peut pas. Les règles, tu les as données, c'est la base. Par contre, après, derrière, il y a... je ne vais pas dire 10 000, je ne sais pas combien il y a de PLU en France, mais il y a énormément de PLU différents qui ne disent pas la même chose, qui ne le disent pas forcément bien, et qui permettent une interprétation, qui est la bonne d'ailleurs, mais qui permettent à une interprétation, et souvent qui peut être différente
que celle que l'urbaniste souhaiterait, mais... Et ses instructeurs. En fait, il n'y a pas d'interprétation. Non, c'est ça. En tout cas, sur cette notion de stationnement, il n'y a pas d'interprétation, il y a la manière dont la règle est écrite. Il faut avoir conscience que les PLU sont écrits pour les constructions nouvelles. De base. Le principe, c'est les constructions nouvelles. Or, quand on divise, on ne travaille pas sur une construction nouvelle. On travaille sur une construction existante. C'est pour ça que la majorité des PLU, quand ils parlent des places de stationnement, ils se réfèrent à une surface de plancher créée. Or, quand on divise, on ne crée pas de surface de plancher. Exactement. D'accord ? Donc, si le PLU se réfère à la surface de plancher et que dans la même phrase, il te met, je donne un exemple, il faudra une place de stationnement par X tranches de surface de plancher avec minimum une place de stationnement par logement, ce « avec », c'est une règle cumulative. C'est-à-dire que ton opération de division n'est pas concernée puisque tu ne crées pas de surface de plancher. Alors, après de toi, avoir plein de réponses à donner en commentaire, parce qu'on a des spécialistes sur Internet qui mettent toujours tout en cause. Donc vraiment, non mais je t'assure, parce que c'est une règle qui est souvent méconnue, qui est souvent très mal interprétée. Et en fait, les gens vont avoir entendu tout et son contraire, parce que beaucoup de gens essayent de faire peur avec ces notions. Mais tu as tout dit, en fait. Ce qu'il faut, c'est lire le français. Exactement. Bien comprendre. Et ensuite, on peut ne pas comprendre en le lisant, mais c'est là où il faut se faire épauler par des gens qui ont l'habitude de le lire. On est d'accord ? Tout à fait. Alors, bien évidemment, il faut quand même s'assurer, en lisant la totalité du paragraphe qui concerne le stationnement, et même les dispositions communes, si elles existent dans le PLU, que quelque part, il n'y a pas une petite phrase qui dit que, dès lors que l'opération crée un logement, les dispositions au-dessus s'appliquent. Puisque c'est maintenant de plus en plus fréquent, puisque les PLU évoluent, en général, ils ont une durée de vie entre 10 et 15 ans, et les rédacteurs s'adaptent en fait aux nouvelles opérations qui n'étaient pas soumises en fait à question au départ. Donc ils intègrent ces petites phrases en plus. Alors du coup, on ne peut pas détailler toutes les nuances qu'il peut y avoir dans tous les PLU. Il y en a beaucoup, même nous, des fois, on se dit il faut qu'on rappelle Laurence. Là, ça y est. Et du coup, les villes aussi ont aussi sorti des permis de diviser qui sont venus en complément, en fait, en complément au-dessus du PLU, d'ailleurs, sur cette partie. C'est le permis de diviser qui prévaut. J'imagine qu'ils l'ont fait pour justement encore plus réglementer ça, ou des moments le faciliter s'ils en avaient besoin, suivant les villes, plus pour durcir que faciliter, connaissant les urbanismes. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce permis de diviser ? Comment savoir s'il en existe un Alors le permis de diviser, il n'est pas dans le PLU, puisqu'effectivement c'est une délibération communale qui peut être prise à n'importe quel moment, donc c'est pour ça qu'on ne va pas le trouver dans le PLU. Théoriquement, le permis de diviser, il a quand même une spécificité, c'est qu'il ne peut être mis en place que dans le cadre de zones où l'habitat est dégradé. Donc on ne peut pas le mettre sur la totalité de la commune, puisque ce n'est pas sa vocation première. L'idée, c'est de contrer les marchands de sommeil. Pour s'assurer, en fait, le permis de diviser, on va vérifier en fait toutes les règles de salubrité, d'habitabilité, s'il y a tous les réseaux, s'il y a l'eau potable, en fait, c'est plutôt dans cette notion-là qu'a été mis en place le permis de diviser. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour contrer ces divisions qui ne sont pas soumises à autorisation. Et il faut pas avoir peur du permis de diviser. Non, pas du tout. Justement, c'est d'autant plus clair, en fait, les permis de diviser qui permettent c'est souvent beaucoup plus compréhensible en plus qu'un PLU. C'est ça. Et c'est vachement plus simple à adapter. Après, bien sûr, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est comme ça. Mais pour le coup, le permis de diviser est beaucoup plus facile à lire. En tout cas, tous ceux que j'ai pu voir étaient beaucoup plus faciles à lire. Exactement. Il y a ce premier permis de diviser. Il y a le deuxième qui est permis de diviser taille des logements. Dans certains secteurs, en fait, la commune préfère avoir des logements, soit des 3 pièces, des 4 pièces pour loger les familles, plutôt que une pièce, 2 pièces. Et donc ça, c'est un permis de diviser spécifique avec une servitude taille des logements. Et étant une délibération communale, est-ce qu'on peut avoir justement des passe-droits là-dessus, de dire là, parce que tel bien, est-ce que la commune est en droit de revenir contre ? Est-ce qu'il faut faire un affichage ? Comment ça se passe ? Elle ne peut pas revenir contre puisque ça s'applique à tous les projets dans cette zone-là. Parce que pourquoi, selon le porteur de projet, y aurait-il des différences ? C'est comme le PLU, on ne peut pas déroger au PLU. C'est impossible. T'es sûr ? Oui. Alors sur un malentendu, il y a des choses qui peuvent passer. D'accord. Mais c'est un malentendu. Ça peut arriver qu'on demande des choses qui ne sont pas
Oui, tout à fait, puisque légal ou qui ne devrait pas être accepté et qui puisse l'être. Tout à fait, mais il y a plein de décisions qui sont illégales, entre guillemets, tant sur le fond que sur la forme, parce que l'erreur est humaine, tout simplement. Et qu'on fait tous des erreurs, moi, la première. Et même en ayant l'habitude, parfois, il faut que je relise plusieurs fois. Ouais, j'imagine. Je me rappelle de certains PLU de l'Île-de-France, des PLUI, certains qui sont très compliqués de l'Île-de-France. Oui, tout à fait. Non, pas que. Mais c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est que c'est de plus en plus complexe et on se demande bien comment un pétitionnaire lambda fait pour réaliser un projet, quoi. Il faut en toute honnêteté, il faut se faire entourer. C'est toujours pareil, il faut un archi. Alors les archis ont souvent des compétences en urbanisme, sont pas toujours. J'allais dire. Pas toujours très bons. Je vais poser une question à Laurence. En fait, je pense que les archis sont souvent faits pour des opérations souvent dans le neuf, sont un peu moins bons dans l'ancien, parce que c'est pas pas leur culture, mais leur éducation, leur formation. La formation est moins basée sur l'ancien, donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont un peu moins performants. Les archis qui sont très bons là-dedans. Mais encore une fois, il faut se faire accompagner par les gens, mais comme un marchand de biens qui a l'habitude, qui a fait 2-3 trucs et qui a fait 2-3 flips et qui d'un coup se lance sur une division assez complexe avec de la création, etc. Enfin, je veux dire, nous, il n'y a plus un dossier qui passe sans que ça passe dans tes mains. Donc, même si pour l'autre, on va savoir lire un PLU, tu nous as donné le process, etc. Mais la validation à la fin, on revient chez toi, et encore plus quand il y a une urgence ou qu'il y a un litige. Avec l'urbanisme sur quelque chose où on pense avoir raison, on revient encore plus vers un expert derrière qui va nous dire non, là vous êtes dans votre droit, mais on a déjà eu affaire du coup à une note de chez toi, une note de chez un avocat pour s'assurer en fait qu'on était dans notre bon droit, parce que la mairie, on peut pas citer encore parce que le projet n'est pas arrivé au bout, mais la mairie est contre nous toujours encore, alors qu'on est dans notre droit du début à la fin, et c'est compliqué en fait, parce que le projet est purgé de tout recours, le bien acheté. Et on peut avoir encore des problèmes qui arrivent par des décisions politiques ou des changements politiques. Donc il faut, le métier de marchand de biens, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais si tu n'es pas au fait de toutes ces règles et si tu ne sais pas comment ça fonctionne, en fait, tu vas entre guillemets te faire avoir à chaque fois. Et en plus c'est ça. Alors on en arrive à la question, c'est est-ce qu'il faut demander à l'urbanisme? C'est la question de Laurence, tu vas te prendre un taxe. Il faut aller voir l'urbanisme pour se faire connaître. Ça, si on est toujours sur la même région, il n'y a pas de sujet. Mais c'est comme quand on demande, comme dirait Jérôme Lacour, l'avocat fiscaliste, quand on demande un rescrit, en fait, on ne demande pas si c'est possible. On dit, je fais ça, est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai raison? Je pense que dans la posture et la façon de le faire, c'est complètement différent. Exactement. Ça montre la compétence ou le travail qu'on a et qu'on maîtrise nous. Oui. Et versus quelqu'un qui irait à la pêche aux informations, en fait. Parce que nous sommes d'accord, c'est quand même compliqué pour quelqu'un qui démarre. Mais c'est de contrer l'urbanisme. Mais donc l'idée, c'est d'aller demander ce qu'il est possible de faire, mais c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Là, d'accord, on veut bien que vous divisiez, mais vous allez mettre du social, alors que le PLU n'en fait pas mention. Oui, mais là, on veut tant de places de stationnement parce que... et c'est sans fin. On a un membre qui est rentré en janvier, qui avait une opération, et on l'a dans un groupe référent qui nous dit j'ai demandé à l'urbanisme, ils ne sont pas d'accord, et là, je crois que c'est toi qui réagis, en disant non, mais t'as le droit. Ah bon oui, t'as le droit, vas-y. Et du coup, il retourne sur l'OP, il refait l'offre, il va à l'Urba après déposer quelque chose et l'OP se fait. Oui. Alors qu'au départ, il demande l'avis et ça ne marche pas, quoi. Et ça, j'arrête pas de le dire, qu'il ne faut pas aller demander à l'urbaniste ce qu'on peut faire, mais c'est très compliqué. Mais c'est comme aller voir le banquier pour savoir comment il va vous prêter en marchand de biens. Il va vous dire 0, on ne fait pas de marchand de biens. Fais une OP, monte-la bien, va le voir, il va te financer. C'est exactement pareil. C'est pareil, mais d'avoir les informations et d'arriver avec les informations et d'être capable, entre guillemets, de pouvoir... répondre ou se défendre, sans être forcément dans la défense, mais d'avoir quelques arguments. C'est ça, mais c'est l'intérêt d'être au sein du cercle aussi. Oui, c'est d'avoir les compétences qui vous permettent de vous poser les bonnes questions. Mais on vient au point, là, parce que tout à l'heure tu parlais des archis qui pourraient peut-être déposer des autorisations d'urbanisme, qui connaissent l'urbanisme. Il y a quand même des personnes qui c'est leur métier, les instructeurs de l'urbanisme dans les services des mairies. Ils ne sont pas forcément aussi complètement au fait de tous les points. Il y a une formation à titre indicatif d'instructeur de l'urbanisme. Non, à leur décharge, il n'y a pas de formation. Donc il y a un DU qui a été monté par Vincent Legrand pour à destination des futurs instructeurs, mais qui malheureusement cette année n'a pas fait le plein. Et on se demande pourquoi, alors qu'il y a vraiment... ça recrute vraiment partout, puisqu'il y a des besoins importants. Je pense que c'est un métier où il n'y a pas de chômage. Si on veut bosser, il y a... Exactement. Donc, comme il n'y a pas de formation, en fait, ce sont des
des fonctionnaires, en fait, au grade, enfin, je sais pas comment, qui passent de service en service, des bonnes volontés, et ils apprennent sur le tas, avec leurs collègues qui ont aussi, eux, appris sur le tas. Ouais. Et c'est pour ça que c'est, même pour eux, compliqué parfois de répondre du coup, on voit toute la logique qui peut avoir une incompréhension dans les services, que souvent d'ailleurs dans les petites communes, c'est géré par les agglos, pour qu'il y ait une compétence un peu plus importante, mais qui n'empêche que cette compétence ne peut pas être complète en fait. Ça vient vraiment de ce que tu viens de dire, et d'où l'intérêt pour des professionnels de s'entourer de gens qui font exclusivement que ça, qui voient énormément de dossiers, qui ne sont pas formés que par un formateur qui a une expérience, mais que sa propre expérience de sa ville, mais qui travaille sur, en l'occurrence toi par exemple, travaille au national, qui a vu beaucoup de PLU, qui a eu beaucoup d'interprétations à faire, enfin justement de non-interprétation à faire, et de mauvaises habitudes en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Donc voilà, d'où l'intérêt en tout cas de passer par ça. Je le vois parce que quand on voit des projets, encore une fois, c'est des projets de marchands de biens. On n'en a pas 50 dans l'année potentiellement, on en a quelques-uns. Et si on se met des bâtons dans les roues ou qu'on se fait annuler des projets pour des fausses règles d'urbanisme ou par des contraintes qui n'existent pas, c'est quand même terrible de se dire que potentiellement il y a 10, 20, 50, 100, 200 000 euros qui sont perdus à cause d'une opération qui ne se fait pas, mais qu'elle aurait pu se faire si on l'avait fait correctement. Et de se dire même, je suis allé faire un rendez-vous d'urba, j'avais rendez-vous à 14h ce jeudi-là, il suffit que l'instructeur soit mal luné, mal compris peut-être le projet à un moment donné, et le projet il vous dit c'est pas possible alors que c'était peut-être possible. Un décharge, encore une fois, de l'instructeur. En fait, lui, il est sous la responsabilité de monsieur ou de madame le maire, qui, en fait, est décisionnaire et qui peut tout à fait lui dire de trouver tous les moyens possibles pour refuser et trouver une raison pour ne pas valider ce dossier. Ça existe, ça ? Tout à fait. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Donc, moi, je milite pour qu'il y ait... alors, je ne sais pas comment on pourrait la faire, une espèce d'association, mais avec d'autres professionnels qui ont exactement les mêmes problématiques... qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc, les géomètres experts sont eux aussi dans les mêmes difficultés quand il s'agit de faire accepter des dossiers. Les architectes, c'est la même chose. Les dessinateurs également. Donc, il y a quand même un problème pour accepter des dossiers qui sont conformes au PLU et c'est très énervant. Parce qu'il y a les raisons politiques qui prennent le dessus. Il suffit que le voisin soit l'ami d'un tel et on n'arrive pas à faire les projets. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à vraiment aller voir les mairies. Une fois que vous savez où vous pouvez aller, vous devez aller les voir avant de déposer vos PC, vos DP. Alors, c'est une DP simple, mais quand ils rendent des trucs un peu complexes, allez les voir, expliquez votre projet, expliquez les choses pour que quand les choses soient déposées, le maire, l'élu, en tout cas qui sera là, puisse aussi défendre votre projet et qu'il ne se retrouve pas face à quelque chose où il ne comprend pas. Vraiment, c'est un échange de discussion. Il faut savoir que lui, il a tous ses administrés qui vont venir lui poser des questions. Donc, c'est la moindre des choses quand on vient travailler chez quelqu'un, d'aller lui poser... je ne vais pas dire lui poser la question, mais au moins lui... proposer quelque chose et écouter son point de vue pour essayer d'améliorer les choses dans son sens ou au moins travailler le projet avec lui dans le cadre du PLU pour le fait que ce soit respecté et bien lui montrer qu'en plus vous êtes au clair, vous savez où vous allez et que vous respectez bien toutes les règles. Ça va d'autant plus lui l'aider à valider, on va dire, plus efficacement votre projet. Mais ça, c'est une bonne idée, sauf que pour les projets dont on parlait tout à l'heure, qui ne nécessitent pas d'autorisation d'urbanisme, c'est là que les problèmes peuvent arriver. D'accord. Donc, moi, je pars du principe qui serait sympa, c'est de faire un petit courrier pour expliquer qu'à cet endroit-là, il va se passer des choses, qu'il va y avoir une division, que les places de stationnement vont être bien positionnées à tel endroit, qu'il va y avoir une demande de compteur, qu'il ne faudra pas s'y opposer parce que tout est conforme et inviter l'élu à venir sur place voir le projet. Et puis il y a un autre point, c'est que dans certaines mairies, peut-être on peut faire des rendez-vous préalables avec des instructeurs. Et aussi dans certaines mairies ou agglos, ils sont peut-être sous-staffés, ils n'ont pas le temps de tout gérer. Et donc du coup, ils reçoivent les projets. Et ensuite, ils mettent peut-être un refus ou des pièces complémentaires. Et puis là, on peut aller discuter. Il faut déposer pour... Oui, mais dans les petites communes, souvent, ils aiment bien, au contraire, rencontrer les porteurs de projets. Ça les intéresse d'avoir effectivement de nouveaux habitants. Ils sont même, eux, souvent prêts à oublier certaines règles du PLU pour faire valider un projet, mais ça ne marche pas au final, puisque ce ne sont pas forcément eux qui sont décisionnaires. Et puis, il y a plein de villes où on ne peut même pas poser une question. Et d'autant plus quand on est professionnel. Ah, c'est pire, c'est une tare d'être professionnel dans Oui, parce qu'on est censé savoir. D'accord.
Autant le particulier, en fait, c'est le service public, il peut effectivement peut-être, lui, avoir une réponse, mais le professionnel, lui, il est censé maîtriser le dossier. D'accord, très bien. Et de toute façon, comme on le disait, ils ne sont pas assez nombreux, ils ont des problèmes de temps. Des nuances aussi de temps à passer. Voilà. Ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. C'est pas possible. C'est pas eux de faire la faisain, en fait. C'est ça, exactement. Parce qu'il y en a, ils débarquent, ils ne savent pas trop. Et en fait, globalement, quand tu es professionnel, tu dois mettre des moyens et te staffer pour y arriver, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai une autre règle qu'on retrouve souvent dans les divisions, dans nos programmes de marchands de biens. Mixité sociale, mixité fonctionnelle, etc. Tu peux en parler un peu, ce que c'est. Non, mais tu t'en occupes pas, ça, si tu regardes cette partie ça peut ou tu fais semblant de ne pas avoir vu Alors, qu'il y avait... avant, je faisais semblant de ne pas l'avoir vu, mais maintenant, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Ben, là aussi, il y a un grand débat pour savoir si, pour les programmes neufs, la question ne se pose pas, mais pour les divisions, là encore, une division, c'est pas un programme. Donc, comme ce n'est pas un programme, théoriquement, ça ne devrait pas s'appliquer aux opérations de division. Seulement, les rédacteurs de PLU sont de plus en plus filous pour essayer d'expliquer que tu dois faire de la mixité sociale. Donc, ils vont, au lieu de te mettre le titre programme, ils vont te mettre le titre opération. Bon, c'est quoi une opération ? Je ne sais pas. Réhabilitation. À Bordeaux, ils sont très très forts. Dès que tu réhabilites, tu dois faire du social. Si ce n'est que, a priori, est-ce qu'il y a vraiment un fondement juridique derrière ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi d'étudier la question, mais je m'interroge. Et même, de toute façon, si c'est un peu limite, dès lors que tu vas déposer une autorisation d'urbanisme, ils vont te demander d'être raccord avec la mixité sociale, sinon tu n'auras pas ton autorisation. Donc on a encore du travail. Il y a du travail. Après, dans les bilans économiques, ça peut passer. Il y a une histoire de prix à mettre en place. Là, moi, j'ai quelqu'un que je connais qui fait une opération où il fait de la mixité sociale, ça passe. Le prix a été expliqué en face de ça. C'est toujours plus facile quand on est dans des prix de sortie assez chers. En fait, c'est l'entre-deux qui ne marche pas. Le prix cher de sortie peut fonctionner parce que du coup, il y a un volume de marge à côté qui est conséquent. Les prix bas, ça va parce qu'en fait, le prix de sortie en mixité sociale est à peu près le même, ça marche. Mais l'entre-deux est très compliqué, quoi. Quand on est sur des prix à 3 000 € du mètre, où on sait que la mixité sociale, on va vite arriver à des prix de 2000, 2005 du mètre, ben en fait, les propriétaires ont du mal en fait, à comprendre ce delta, les propriétaires, enfin les vendeurs, et on a du mal à faire passer la décote du social. Donc voilà, il faut vraiment adapter, savoir comment le provisionner. Quand on a une vente à un bailleur social, il faut aussi trouver la personne qui va te l'acheter Oui, c'est souvent ça la difficulté en fait, bailleur. Quand on a un ou de l'eau, c'est de trouver le bailleur social qui est OK pour les acheter. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un réseau au départ pour savoir si tu vas... soit tu fais effectivement un appart ou deux en moins, soit tu fais du social. Et la difficulté, c'est la revente. Il faut savoir que le social, pour ceux qui se lancent dedans, on est souvent sur des prestations qui sont aussi bien, voire mieux que l'accession. Il ne faut pas croire que... nous, avec Nodelia, on fait beaucoup de social, pour des bailleurs sociaux ou pour des promoteurs qui vendent aux bailleurs sociaux. Et qui vendent en bloc aux bailleurs sociaux. Qui vendent en bloc. Et je peux vous assurer que nous, on a des cages d'escalier bailleurs social, des cages d'escalier accession. Il nous arrive que les cages d'escalier bailleurs social sont mieux finies que les cages d'escalier accession et se vendent 1 500 € moins cher. D'accord. Incroyable. C'est-à-dire que... Mais c'est comme ça, en fait. C'est l'équilibre budgétaire qui fait que... Alors là, je parle dans le neuf, mais c'est comme ça, parce qu'en fait, un bailleur social a des prescriptions, il a des critères à respecter, il a des normes, et donc il nous donne un cahier des charges qui est vraiment souvent au-dessus de l'accession. Encore une fois, pas de l'accession haut de gamme, on n'est pas dans du luxe, etc. Mais les prescriptions sont plus hautes, voire équivalentes, en tout cas. Et au niveau du social, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une difficulté, mais là, c'est moins mon domaine, de gestion. Quand il y a un appartement social à l'intérieur d'une maison, mais il n'y a pas d'accès dédié au niveau de gestion et autres, en fait, je pense qu'il y a des difficultés aussi. Ils ont un cahier des charges, puis en termes de gestion, c'est très compliqué. Il faut se mettre à leur place. Quand tu as 10 000 logements à gérer, tu as un logement au milieu d'un truc perdu. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est du diffus comme ça, à mon avis, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que ce qui marche bien, c'est qu'ils achètent en bloc des choses toutes faites, finies, peut-être avec... C'est pour ça qu'à mettre en pratique dans des opérations de division aussi, c'est pas vraiment... c'était pas l'objectif, je pense, au départ du législateur. Alors, mais on l'applique. Votre pratique, la transformation. La transformation, on va dire, je sais pas, par exemple, de garage en habitation, d'habitation en commerce, de commerce en habitation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir, si c'est possible ou pas? Tout est possible. Non, mais tout est possible, encore faut-il savoir déposer la bonne autorisation, encore faut-il savoir si le garage, c'est de la surface de plancher ou non, encore faut-il penser, si tu transformes le garage, les places de stationnement qui étaient dedans, il va falloir que je vais les mettre ailleurs. Enfin, tu as plein de choses à penser. Alors, le cas qui va intéresser, on va dire, beaucoup de personnes qui vont être là, quelle est la checklist non exhaustive du garage qu'on transforme clairement de l'habitation. Alors, tu vas donner la nuance, je ne la donne pas là, je te laisse la parole, mais qu'on va rattacher à la maison et qu'on va transformer en une chambre. Voilà, à quoi il faut faire attention. Si tu veux le transformer en une chambre, t'as rien à demander. Il faut quand même demander la création. Enfin, c'est la transformation de l'emprise en sol en surface de plancher. Parce que le garage n'est pas de la surface de plancher. Donc, tu as une petite phrase à mettre sur ton CERFA qu'il faut connaître par cœur. Si tu ne la mets pas, le service d'urbanisme va te dire que tu crées de la surface de plancher. Donc, au-delà de 20 mètres carrés, il va te falloir un permis de construire. Ce qui est faux. Donc, tu as une petite phrase qui vient du R421-17 du Code de l'urbanisme, le petit G, que je vous invite à aller voir. Je ne vais pas vous la donner, il faut bosser un peu. Il faudra réécouter ce passage-là si vous ne l'avez pas, et puis vous irez le trouver. Que sur le CERFA, il faut mettre en toutes lettres. Et en plus, depuis le 1er janvier, bonne nouvelle, avant il y avait 2 DP, 2 déclarations préalables de travaux, selon qu'on était sur une maison ou pas sur une maison, et maintenant il n'y en a plus qu'une seule. Donc elles ont été réunies en un seul CERFA, et c'est beaucoup plus pratique, comme ça. On ne va pas avoir, comme je l'ai eu déjà, une demande en disant qu'on s'est trompé de CERFA. Oui, parce qu'on crée des logements, mais pas du tout. Mais malgré tout, là, je pense à ce garage. Oui. Il va bien falloir changer la porte de garage aussi. Oui, une petite DP. Voilà, ok. Et ça reste une DP. Le garage, je ne sais pas, c'est quoi sa destination en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai écouté ce qu'elle a dit, alors je sais, moi je connaissais. Non, mais du coup pour revenir à ça, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'on n'a pas de demande, on a un CERFA à déposer, on fait l'ADP justement pour simplement dire qu'on change la façade. Non, on a le CERFA pour dire qu'on va transformer l'emprise au sol du garage en surface de plancher. Oui, on dépose le CERFA et ensuite on a la DP à déposer. Ah non, mais on met tout dedans. Tout dedans. Oui, tout dans la DP même. qui va reprendre la façade. Elle va englober les deux. Qui va dire qu'on reprend la façade. Et qu'est-ce qu'on fait si ce garage avait une place de parking? Il faut le matérialiser sur ton plan de masse. Il faut bien retrouver par contre cette place quelque part. Ah, obligé. On est bien d'accord. Tout à fait. Parce qu'en gros, il y a un principe, c'est qu'on ne peut pas aggraver ou on ne peut pas rendre non conforme quelque chose qui l'était. C'est ça, exactement. Il ne faut pas empirer ce qui est existant quand on réhabilite, quand on fait nos opérations. Et il ne faut pas empirer, encore pire. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas rendre la construction moins conforme, en fait, à ce qu'elle n'était avant. Donc, si tu as eu une autorisation d'urbanisme pour faire un garage avec 2 places de stationnement, il faut que tu les remettes ailleurs, sur ton terrain d'assiette. Sauf qu'il ne faut pas oublier d'aller vérifier que tu peux les mettre sans qu'elles soient couvertes. C'est-à-dire que du coup, tu ne penses pas forcément, tu te dis, j'ai la place sur mon terrain, tu ne vas pas forcément penser à aller voir la règle de stationnement. Parce que tu as la place. Mais peut-être que le PLU, lui, il veut des places couvertes. Peut-être que le PLU, il veut pas de place en enfilade. Peut-être que le PLU, il veut que les places, elles soient engazonnées, etc., etc. Mais dans ton autorisation d'urbanisme, tu vas devoir donner toutes ces infos sur le plan de masse et après sur la notice descriptive. Parce que, comme tu es sympa, tu fais une notice descriptive même si tu n'es pas en zone ABF. Parce que l'idée, c'est d'expliquer à l'urbanisme quel est ton projet. De lui faciliter la tâche. On est d'accord. Alors du coup, tu as dit quelque chose pendant l'histoire de la transformation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la différence entre l'usage et la destination? La destination, c'est que le code de l'urbanisme. C'est une notion purement issue du code de l'urbanisme. Il y a 5 destinations et c'est ce pourquoi la construction a été édifiée. Et l'usage, c'est ce que l'on fait, en fait, en termes d'affectation. C'est ce pourquoi elle est utilisée. Destination, ce pourquoi elle est construite. Usage, ce pourquoi elle est utilisée. C'est pour ça qu'il est tout à fait possible d'avoir une maison qui soit utilisée par son propriétaire comme un bureau. Ok, donc on peut avoir pour la même destination plusieurs usages. Tout à fait. Il n'y a que 2 usages, habitation et autres, mais par contre, il y a plusieurs affectations. L'usage, on va le laisser à part, cette notion, c'est le code de la construction et de l'habitation, et ça fait souvent référence à la location saisonnière. Donc, soit c'est en habitation, soit c'est en autre usage. Par contre, affectation, tu as tous les types d'affectation, et c'est ce que tu retrouves
sur la matrice cadastrale. Sur le relevé de propriété, c'est toutes ces affectations qui sont possibles. Et on revient à la question de tout à l'heure. La destination peut être habitation. L'affectation, c'est bureau. Donc sur la matrice cadastrale, il est tout à fait possible que le propriétaire ait déclaré bureau. Sauf que la destination, c'est habitation. Donc tu ne vas pas être obligé de faire un changement de destination. Mais si tu n'as pas le titre de propriété, que tu n'as que la matrice cadastrale, tu vas partir sur un changement de destination alors qu'il n'y avait pas besoin. C'est pour ça qu'il faut avoir toutes les informations pour faire des recoupements et réfléchir et poser des questions. Et c'est pour ça aussi que des fois on se dit j'ai eu la matrice cadastrale, j'ai vu que c'était ceci ou que c'était cela, et c'est pas forcément la bonne chose. Du reste, la matrice cadastrale te le dit très très bien, parce que la petite case, elle s'appelle affectation, et après elle s'appelle nature du local. En aucune manière, ce n'est la destination. Donc même si des fois sur le relevé de propriété, donc la matrice cadastrale, on n'a pas les bonnes affectations nature de local. On a l'affectation déclarée aux impôts. C'est celle qui est au niveau des impôts, qu'on peut changer avec un formulaire à remplir, mais qui n'est pas une autorisation d'urbanisme. Et par contre, peut-être qu'on n'a rien à faire du côté de l'urbanisme. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toutes les infos. Ouais. Et des fois, on n'a pas tout. On ne sait pas exactement tout. Par exemple, des constructions qui ont été faites il y a bien longtemps avant qu'il y ait des permis de construire. C'est ça. Donc avant 1943, ce qui va faire office de destination, c'est vraiment l'affectation depuis les dernières années, en fait. Ce qui a été déclaré. Okay. Et c'est... Voilà. Mais du coup, il faut parfois batailler un petit peu pour faire passer sa vision des choses et donner les informations qui vont bien. Donc après, il faut récupérer... toutes les matrices, tous les baux s'il y en a eu, voilà, toutes les informations pour savoir comment a été occupé le bien. Puisqu'effectivement, pas de permis de construire, donc pas de destination du départ, mais c'est vraiment l'utilisation qui va faire office de destination. Voilà. Ok. Toujours les mêmes questions. Ouais, mais c'est souvent ça. Hein. Et vraiment, alors je pareil pour tout le monde parce que vous ferez tout au ralenti, ou au pire, vous ferez un transcriptif. D'habitude, on fait x1,25, mais là, on va faire x0,5. C'est ça. Mais il faut comprendre que ça prend du temps à avoir ces mécanismes, mais par contre, qu'il faut le bosser, n'hésitez pas à faire des tests. Nous, on invite tout le temps les membres à tester sur des opérations, même si elles ne vont pas au bout, à bien comprendre, aller au bout des choses pour vraiment comprendre. Il y a une analyse de PLU de leur secteur qui est obligatoire pour qu'ils arrivent à le comprendre, sur lequel toi tu jettes un œil pour être sûr que leur fiche est correctement rempli, pour vraiment avoir compris le mécanisme. Après, les questions sont souvent les mêmes, et je pense que dans leur bas, 80% des questions, peut-être 85% peuvent être répondues avec de la logique et un mécanisme, on va dire, un mécanisme intellectuel normal, en fait, sans se poser de questions, juste en suivant les étapes, etc. Un organigramme logique. Voilà, avec quelque chose de très logique. C'est ce nous, on est en train d'essayer de digitaliser, pour qu'ensuite, il n'y ait plus que ces notions de ce qu'on disait tout à l'heure, d'écriture, de français, qui vont être à regarder un peu différemment, qui vont permettre, en fait, d'apporter les nuances à tout ça, qui vont arriver sur un résultat, en fait, qui doit être le bon. Mais ne vous stressez pas, c'est pareil pour tout le monde. Je crois qu'on a peut-être 5 membres qui sont vraiment au point d'un seul coup, parce que, et encore, je suis peut-être un peu optimiste, parce que c'est quelque chose qui est dur. Et en fait, quand on doit implémenter, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on doit implémenter le métier, les risques, tout ça, et qu'en plus, il y a l'urbanisme, et qu'en plus... on essaye de ne pas être expert dans tous les domaines, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être expert dans tous les domaines. Par contre, il faut avoir les bons mécanismes pour ne pas se tromper et savoir dire, là, ça dépasse mon champ de compétences, comment je vais demander de l'aide, avec qui. Et c'est là que n'hésitez pas à appeler Laurence qui sera là au besoin, quoi. Ouais, il y a plein de sujets typiques d'Urba qu'on retrouve souvent chez les marchands. Il y a aussi l'aménagement des combles, ce genre de choses-là, etc. Mais je sais pas si on va peut-être pas tous les détailler. On va pas tout dire quand même. Non, tu gardes ça. Oui, parce qu'après ils vont plus venir en formation. Moi aussi. Il y en a toujours besoin, même ceux qui savent. Des fois, le fait qu'on rabâche les informations, ça finit par rentrer. Et souvent de le voir aussi sur le projet d'autres marchands. Moi, je trouve que ce que j'ai beaucoup, là où j'ai beaucoup appris, c'est voir d'autres projets, des questions qui sont posées et d'essayer de me refaire le même mécanisme. Et puis ensuite, je tag @Laurence et je demande si c'est la bonne réponse. Et puis des fois, c'est la bonne réponse. On est content. Mais c'est à force de faire, effectivement. À force de faire, on toujours finit par y arriver. Alors nous, on n'aime pas les gens qui font pas du tout, qui se posent pas de questions, qui viennent juste demander l'information sans s'être posé de questions, parce que c'est pas bon autant pour le membre que pour l'expert, parce que ça peut être assez rébarbatif de répéter la même chose chaque semaine alors que tout est fait. Et
ce qu'il faut, c'est prendre les bons mécanismes, s'y tester. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est tester des choses que vous avez déjà. Regardez votre titre de propriété, de votre maison, de votre investissement locatif. Essayez de comprendre, de vous poser des questions là-dessus. Déjà, ça va vous faire une première étape. Lisez votre PLU, essayez de le comprendre avant de poser des questions, parce que vous avez vu un post LinkedIn. Enfin, moi, les gens qui lisent un post LinkedIn et qui donnent leur avis alors qu'ils n'ont jamais lu un PLU, mais j'en vois plein, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Une chose avant de te demander, de passer sur on va dire nos 10 dernières minutes, la prescription. Parce que les gens ils disent, au bout de 10 ans, ça y est, tout est fini, je fais ce que je veux. C'est vrai ça, la division officieuse. Nous, on aime bien ça. Nous, on aime bien. Au bout de 10 ans, tout est fini. On va faire une division officieuse. Alors, la technique, moi j'ai une stratégie, Laurence, tu me dis c'est bon. On divise officieusement, on dit rien à personne. Tu mets même pas de compteur. Tu fais carrément à l'arrache. La vraie division officieuse. On fait pas ça. On met le compteur bien, on divise. Et puis ensuite, on attend 10 ans. Et puis ensuite, on se dit, est-ce que je peux officialiser ça? Et puis, je dirais, on fait ça, mais on fait pas forcément ça. Des fois, on voit des opérations. C'est ça. Et est-ce que tu les achètes ou pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? On a les preuves que ça a été fait il y a 12, 13 ans, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est prescrit. Puisque la prescription administrative, c'est 10 ans. Donc, même pour les travaux qui n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme. Donc, pas de difficulté pour mettre en copropriété et revendre à la découpe. Dès lors, même s'il n'y a pas les places de stationnement, l'urbanisme ne pourra rien contre ça. Évidemment, s'il y a des places de stationnement quelque part, c'est mieux si vous pouvez les faire. Bien vérifier cependant que votre division respecte les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant la taille d'un logement. La surface minimale, tu veux dire. C'est ça. Qui n'est pas la surface d'un logement décent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas la même. Il y a plein de petites nuances. Ouais. Exactement, donc il faut bien vérifier. Donc effectivement, c'est prescrit. Alors, il faut avoir quand même la preuve voilà, souvent, le vendeur peut même le notifier dans la promesse. Il atteste avoir fait la division depuis telle ou telle année. 15 ans, par exemple. Voilà. 10 ans et 2 mois. Voilà. Oui, non, enfin, là, quand même... Ça sera un petit peu joué avec exactement. Le feu, c'est ça. C'est ça. Alors, pourquoi des moments on entend aussi 30 ans? Ça, parce que 30 ans, c'est une autre prescription. Et celle-ci, c'est, par exemple, quand tu es par rapport au droit des tiers, quand tu es en lotissement et que tu vas faire des travaux qui sont non conformes au cahier des charges, les colotis ont 30 ans pour se manifester. En copropriété, quand tu fais des travaux sur les parties communes, par exemple, tu es chez toi, tu as un mur porteur et tu décides de l'ouvrir, c'est 30 ans la prescription, à partir du moment où ça a été connu. Là, on parle de la prescription administrative, c'est-à-dire qu'il fallait que le projet soit conforme au PLU, donc qui est un acte administratif, et la prescription, c'est 10 ans. Et avant, tu as aussi la prescription pénale, qui est de 6 ans. Les infractions, c'est du pénal, parce que c'est infraction. Donc on est bien d'accord que quand on est dans un lotissement et qu'on veut acheter quelque chose qui est dans un lotissement, il faut demander le titre de propriété, etc. Mais aussi le cahier des charges. Tout à fait. On est bien d'accord, parce que celui-là va prévaloir sur le PLU et sur tout ce qu'on aura pu voir à côté. C'est ça. Parce que même si le règlement du lotissement, lui, il est caduc au bout de 10 ans, il n'en reste pas moins que le cahier des charges, qui est du droit privé, lui n'est jamais... il n'y a pas de prescription dessus. Donc, si même s'il a été fait il y a 45 ans et que personne ne le connaît. C'est ça. Si ce cahier des charges comporte des règles d'urbanisme, en fait, les notaires vont tous te dire qu'il faut l'unanimité des colotis pour les modifier. Et si tu fais effectivement des travaux qui sont non conformes, ou tu vas diviser, tu vas faire 2 logements dans ta maison avec le PLU, que le cahier des charges, il te dit qu'il n'y aura qu'1 logement par terrain, tu es en infraction, et là, c'est 30 ans, la prescription. C'est complexe, hein, quand même. Même là, quand on en discute, on le sait, on le réécoute, etc. Mais c'est très pointu, en fait, comme connaissance. Et il y a des petites nuances qui font vraiment la différence, quoi. Oui. C'est assez dingue. On va parler de changement de destination, des garages, lotissement. Il y en a tellement, en fait. Et là, quand tu mets en copropriété, il y a moins de sujets, puisque du coup, tu vas faire ton EDD, tu vas acter la division. Mais si elle n'était pas actée, il n'y a pas eu d'autorisation d'urbanisme, comment tu vas faire si tu as un sinistre pour reconstruire tes 10 logements? Ah oui, dans le cadre de la... Oui, d'accord. Oui, parce que même si c'est prescrit,
il n'existe pas. D'accord. Donc c'est quand même des choses il y a des choses particulières quand même. à penser. Oui. Ok. En cas de sinistre, les assureurs sauront bien te le rappeler. Oui. Oui, les assureurs sauront te dire qu'en fait, il n'y a pas de division. Ça n'existe pas. Ouais. D'accord. Ok. Donc du coup, il faut quand même bien faire attention à tout ceci. Ok. Et dans les questions là-dessus, est-ce qu'il y a des mises à jour régulières de tout ça? Est-ce que la réglementation augmente se modifie régulièrement? Les prescriptions, ça a changé, hein, mais je pense que... Alors, je ne sais pas te dire, avant la prescription pénale, c'était 3 ans. Ça me paraît pas si vieux que ça, mais moi, j'ai pas une assez grande antériorité. Les destinations ont changé. Maintenant, il y a 23 sous-destinations. Hein. Du coup, ça se modifie avec les usages. Donc, tout ce qui est dark store, dark kitchen, qui n'existait pas avant, en fait, ça a été... tout ce qui est coworking. Ça n'existait pas non plus. Donc, en fait, tout ça, ce sont des choses qui sont intégrées. Et puis là, la dernière nouveauté avec la loi Le Meur, c'est qu'effectivement, les PLU vont pouvoir décider d'interdire la location saisonnière comme activité. Donc, en fonction des usages, mais souvent, l'usage, il précède la réglementation. Comme tout ce qui est co-living, qui n'a pas encore, pour le moment, de statut juridique et qui est entre-deux, entre habitation ou hébergement hôtelier. Donc, c'est souvent, en fait, ce que tu fais, et après, il y a la règle qui s'applique. Alors justement, du coup, c'est important pour la suite. Là, si les gens nous écoutent dans 5 ans et qu'ils ont fait un co-living, ils veulent acheter un co-living, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, par exemple, on est en 2025, donc qui est sortie en 2027. On est en 2029, ils achètent un co-living qui a été fait en 2025. Est-ce qu'ils peuvent l'acheter alors qu'ils ne respectent pas les prescriptions d'aujourd'hui, des co-living d'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a rétroactivité sur les règles du urbanisme? Oui, non? Il n'y a pas de rétroactivité. Okay, donc... Sinon, ce serait trop... D'accord, voilà. je précise exprès. Attendez, depuis le début, je pose plein de questions. Voilà. Il sait rien, c'est pas... C'est rien, sinon, ce serait une insécurité juridique. Oui, c'est ça. Quand même, ce serait ingérable. Quoi. Ce qui était validé à la date ou autorisé à la date où ça a été construit ou fait, ça reste pour la suite. Quoi. Oui, tout à fait. Mais on ne pourra plus l'aggraver. Voilà, c'est ça. En général, quand c'est rétroactif, ça sera marqué en fait dans la réglementation. Donc sur Légifrance, tu verras spécifié que ça s'applique à partir. Mais c'est pour ce type d'opération, il n'y a pas de. Alors donc du coup là, si d'un seul coup les PLU peuvent interdire le Airbnb, c'est-à-dire que demain quelqu'un a un Airbnb, le PLU change, il va pouvoir continuer à l'exploiter en Airbnb jusqu'à temps qu'il le vende ou jusqu'à temps qu'on change l'usage et qu'on y revienne? Non, puisque après le problème de l'Airbnb, c'est que c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que tu dois redemander, je ne suis pas trop spécialiste, mais tu dois redemander la validation de la gestion de ta location saisonnière. Hein. Je pense que c'est pas... Voilà. Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus. Mais Donc, au moment où tu vas redemander, si le PLU te l'interdit, tu ne pourras plus. C'est pas comme une destination, excuse-moi, je te coupe, comme une destination. Par exemple, tu as une maison en zone agricole, qui est maintenant en zone agricole. La destination de ta maison, c'est habitation. Elle se trouve en zone agricole, mais la destination de la maison, c'est quand même habitation. Elle n'a pas changé parce que le PLU a changé. Donc, les activités que tu exerces parce que tu pouvais au moment d'un PLU, tu peux continuer à le faire. Sauf celle-ci qui est spécifique, qui demande un enregistrement à chaque fois, en fait. Le sujet du Airbnb, je pense que ça va être un sujet dans dans un moment, et peut-être que les seuls qui seront vraiment mornés, c'est ceux qui ont eu les changements de destination en hébergement hôtelier. C'est ça, exactement. Oui, parce que là, pour le coup... Tout ce qui va être gîte, tout ce qui va être classifié dans des trucs tout ce qui est vraiment bien défini et qui respecte bien les cases sur lesquelles on ne pourra pas... entre guillemets revenir après. Bon, après il y a sûrement des grands spécialistes qui n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos commentaires là-dessus parce que j'avoue que c'est pas notre spécialité. C'est des grands sujets. En région parisienne, nous on avait fait un changement de destination en meublé de tourisme, hébergement hôtelier. C'était un sujet. Je pense que on l'a vendu à un moment donné où peut-être on aurait pu le vendre plus cher parce que y a eu toutes ces règles après derrière qui ont fait qu'on pouvait plus le faire. Mais ça tu pouvais pas savoir. Mais on pouvait pas le savoir et puis on l'a vendu, c'est très bien. Mais ça devient des objets précieux, des objets rares. C'est ça. Oui, donc le PLU ne peut pas, c'est pas rétroactif. C'est-à-dire que si tu as ton local commercial avec ta destination hébergement hôtelier qui est toute conforme, toute validée, c'est pas parce que le PLU interdit à cet endroit-là la location saisonnière qu'il faudra que tu pourras plus l'exploiter. Sinon, ce serait beaucoup trop compliqué. Par contre,
effectivement, je ne sais pas, même dans le cadre d'une revente, je pense que non. Hein. Tu peux continuer à l'exploiter. Puisque ça existe comme ça. Oui, c'est pas un sujet. En fait, tant qu'on ne change pas, pas, qu'on ne va pas y revenir, c'est ça, exactement. Logique. Il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que tu imagines des marchands de biens qui font des opérations sans se connaître de rien à l'urbanisme, sans jamais se soucier à l'urbanisme? Imaginez, oui. Je sais pas, parce que a priori, ils viennent pas me voir. Ah ouais. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a certains, effectivement, qui se font accompagner par les mairies dans les petites communes. Je pense que du coup, effectivement, ils se font complètement accompagner ou qui délèguent, effectivement, quand ils ont des autorisations à déposer directement à l'archi, au géomètre, quand il y a du lotissement. Je pense que oui. Et si jamais, quand on va déposer des autorisations, qu'on est potentiellement dans notre bon droit ou qu'on pense l'être, on a des refus, on essaie de discuter un petit peu, ça passe pas forcément. C'est quoi ta position là-dedans ou moi, ma position, c'est de faire appel à un avocat et de s'énerver. Alors après, là, moi je vais nuancer, c'est que parce qu'on en parle souvent. Non, mais c'est-à-dire quand on a raison, on pourrait dire on va au bout. Après, l'énergie, où est-ce qu'on la met? C'est toujours la même histoire, suivant l'argent qu'on a déjà injecté. Se battre contre une mairie qui veut pas de vous, qui va quoi qu'il arrive vous emmerder sur des projets où il y a des gros enjeux financiers. Il faut toujours peser le pour et le contre et de se dire est-ce que je dois y aller, est-ce que j'y vais. Alors par contre, une fois que vous êtes engagé, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Une fois que c'est parti et que vous serez dans votre bon droit. Et souvent d'ailleurs, les mairies perdent. En toute honnêteté, ils ont souvent tort. Il faut savoir que le maire il change, donc en fait fondamentalement lui il tient sa position. Le temps que les jugements tombent, ça a peut-être changé. Donc c'est pas très très grave. C'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est pas ses sous non plus. Donc c'est-à-dire que pour lui partir au tribunal c'est pas quelque chose de compliqué. Donc par principe, par ego, ils sont capables de bloquer pour montrer aux élus pas à leurs élus, mais à leurs administrés qui tiennent bon bout et qui vont se battre contre un truc impossible, mais voilà, donc quand vous êtes empêtré là-dedans, il faut y aller, et quand vous gagnez, vous êtes remboursé de ce que ça vous a coûté, etc. Mais il faut vraiment, au moment où vous prenez la décision, de savoir où vous en êtes dans votre vie de marchand. Est-ce que c'est chez vous? Parce que si c'est chez vous dans la vie, vous travaillez tout le temps. Si tu habites là et que tu dois faire tous tes projets dans le coin, voilà, il vaut mieux discuter, savoir se reculer et les écouter, même si ça vous apporte même des quelques pertes financières. Là, c'est plutôt le côté entrepreneur. Par contre, même si vous êtes dans votre bon droit. Mais voilà, quand vous êtes parti et que vous avez raison, en tout cas, il faut essayer de se défendre jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Et là, il faudra prendre une décision, quoi. Sachant que quand ton opération crée des logements en zone tendue, c'est 10 mois l'instruction. Ça dure que 10 mois. L'instruction de la procédure? Oui, la procédure, c'est 10 mois. Donc, je ne savais pas ça par contre. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant, dans certains cas, d'y aller quand même. Ok, ça c'est une nuance que je n'avais pas. Et c'est vrai que, alors sans se fâcher avec les mairies dans lesquelles vous bossez, mais... Et en plus, c'est vrai qu'il y a cette idée selon laquelle il ne faut pas se fâcher avec la mairie, qui est la ville principale dans laquelle on travaille, parce qu'après, on ne fera plus d'OP, mais l'inverse est peut-être vrai aussi. C'est-à-dire que si la ville voit que vous maîtrisez votre sujet, que vous allez jusqu'au bout, et qu'en plus, vous faites des choses bien, parce que vous faites des choses bien, il y aura peut-être moins de problématiques pour valider les opérations. Ça se défend. Mais c'est parce que je fais pas d'OP, je dis ça, moi je suis très optimiste. Tu es parti pour, je crois. Comment tu intègres le cercle officiellement depuis le début de l'année pour essayer pour commencer à faire des opérations et profiter de tout l'écosystème. Donc déjà bienvenue. Merci. Et puis en famille, oui, voilà, j'intègre le cercle avec mon fils. Jeune futur marchand, mais c'est surtout lui qui va travailler. Il m'a dit qu'il voulait pas faire de projet avec l'Urba. Non, parce que je crois qu'il s'est dit qu'il avait quelqu'un sous la main pour le faire à sa place. Et du coup, ta vision là-dessus, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu t'es déjà projeté? Ou alors pour l'instant, c'est déjà une première phase d'apprentissage, de prospection, et petit à petit, vous allez construire les choses? C'est quoi votre... Oui, pour le moment, on n'a pas fait de plan vraiment. Donc là, il est à fond dans la formation, il suit tous les modules. On fait donc du coup l'onboarding dans les jours à venir. C'est ça. Donc je pense que c'est au fur et à mesure, en fonction de lui, sa vision, par quel type d'opération il veut commencer. Et puis on va aller sur le terrain, on va tester, mais... On n'a pas, pour le moment, encore bien parlé des objectifs. L'idée, c'est d'apprendre. On n'a pas non plus, comme certains membres pourraient l'avoir, de deadline absolue, au-delà, à partir de laquelle il faut faire une OP obligatoirement. Donc, on n'a pas cette pression-là. Donc, je pense que là, il apprend. Et puis, moi, j'irai sur les OP que lui a envie de faire,
Sachant que moi, bien évidemment, ce qui m'intéresse, c'est tout là où il y aurait des problèmes d'urbanisme et tout ce qui est travaux irréguliers, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Oui, quand on visite, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de biens incalculables pour lesquels il y a des travaux qui ne sont pas conformes. On parle souvent de création de valeur dans les opérations de marchands de différentes façons, en faisant des travaux, en faisant du potentiel, en réaménageant, divisant. Mais des fois, en fait, le simple fait de régulariser quelque chose, c'est une création de valeur, parce qu'en fait, le vendeur se retrouve coincé, personne ne voudra l'acheter, ou n'aura pas la solution pour trouver la sortie du projet. Là, je repense à une opération, on a une membre là, c'est la seule à réussir à avoir obtenu une autorisation d'urbanisme en 3-4 projets que le vendeur avait vendu à 3-4 personnes différentes. C'est la seule qui a réussi en 10 ans à avoir le permis. C'est une sacrée valeur de réussir à avoir des autorisations, à présenter bien les projets, à réussir à les obtenir. Donc on peut discuter, négocier et créer de la valeur comme ça. C'est ça. Donc du coup, moi, c'est vrai que c'est ce type de projet qui m'intéresse, bien évidemment. Mais après, Thibaut, on verra ce qui, lui, le motive. Et puis, ce par quoi il veut commencer, il vaut mieux commencer aussi petit pour apprendre. Parce que c'est pas parce que moi, je fais de l'urbanisme qu'on va forcément aller sur ce type d'opération. Et puis, il va apprendre et puis rejoindre le groupe des Parisiens et qui, et se nourrir de leur expérience. Je pense que c'est une très bonne décision, et puis c'est très bien pour le groupe de venir enrichir notre groupe d'Île-de-France, tout à fait. Donc, bienvenue à toi et à ton fils. Merci. Bah écoute, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur la partie urbanisme, quelque chose qu'on aurait pu oublier qui te paraît très important ? Non, on a fait quand même pas mal le tour de la question. L'idée, c'est vraiment de se former, de se poser des questions, de s'entourer, de discuter avec d'autres marchands. Et d'essayer d'avoir une vision quand même de ce que l'on peut faire pour éviter, je dis bien éviter de se faire imposer des choses et pour ne pas passer à côté d'opérations parce qu'on n'a pas bien lu quelle est une petite phrase et qu'on n'est pas sûr. Et quand on n'est pas sûr, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'y va pas quand on est un peu tout seul. Ça fait peur, la mairie, c'est l'État, c'est un peu cette figure d'autorité qu'on a l'impression. C'est compliqué parce que même... Raison, en fait, Urbain a raison. Moi, j'ai commencé, je pensais que c'était ça. Je disais l'urbanisme. S'ils m'ont dit non, ils ont raison. Non, ils peuvent tout à fait se tromper aussi. C'est ce qu'on disait, mais au départ, on pense comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment une croyance. Et parfois, leurs décharges de certains PLU sont quand même écrits de manière très complexe, assez bizarre. Bah, Donc, fatalement, c'est difficile. Donc non, on a fait le tour de la question. L'idée, c'est de ne pas avoir peur de l'urbanisme et puis après, de se faire accompagner s'il y a une autorisation à déposer de professionnels qui savent vous expliquer ce qu'ils font. Quand il y a des demandes de pièces complémentaires, qui savent les faire. Enfin, voilà, qui peuvent assurer le suivi derrière pour ne pas être tout seul après avec son autorisation et se retrouver... Encore une fois, en tant que marchand de biens, on est chef d'orchestre, on doit avoir les bonnes personnes autour de nous. La preuve, tu es experte en urbanisme, mais tu rentres dans le cercle pour aller chercher d'autres expertises que tu n'as pas. Nous, on t'a intégré dans le cercle pour cette expertise qu'on n'avait pas. Encore une fois, tu parlais de ton métier en préambule, donc on va clôturer là-dessus, mais entourez-vous d'AMO qui vous aident, qui sont là pour vous épauler dans votre métier, surtout quand ça sort de votre champ de compétences. Il faut absolument se faire entourer, se faire aider. On peut parler d'urba, on peut parler de financement, on peut parler de montage en général, on peut parler de défiscalisation, on peut parler de commercialisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous épauler dans tout. Il y a des gens qui savent tout faire, qui sont autodidactes, qui vont tout démarrer et qui du coup vont payer leurs erreurs différemment. Mais en tout cas, ne vous lancez pas la tête dans le guidon seul. Pour moi, ça c'est une vraie bêtise et je pense que c'est le b.a.-ba du marchand de biens et tous ceux qui ont côtoyé ce métier savent que c'est comme ça qu'il faut le faire, en tout cas, je pense. Je pense aussi, je suis très d'accord avec toi. Le minimum de connaissances, savoir ses limites et puis savoir s'entourer quand ça dépasse un peu ses limites, je pense que c'est pas mal. Oui, ça me paraît bien. Ça paraît bien. Bon, on en a fini pour cette session. Merci Laurence. Merci Laurence. C'était très très sympathique. Et avec grand plaisir, on essaye de l'être, on n'est pas toujours, mais on essaye de l'être avec Sébastien encore une fois. Vous étiez dans l'interview avec Laurence Delannoy. On peut te retrouver où sur les réseaux d'ailleurs uniquement sur LinkedIn, moi. Sur LinkedIn, Laurence Delannoy. SOS, PLU, mon analyse foncière. C'est ça. Oui, c'est grâce à toi. j'ai mis SOS. Tu m'as dit, tiens, mais SOS, ça sympa. Voilà, tu vois, j'écoute. On mettra le lien, vraiment. On mettra le lien. Alors, si vous avez plein de questions sur l'urbanisme et que vous nous les mettez en commentaire et que c'est hyper spécifique,
des moments où on a des commentaires pas précis. Vous comprenez, dans l'urbanisme, s'il y a une imprécision, un truc dans votre commentaire ou dans votre question, on va pas pouvoir vous répondre. Donc peut-être que les réponses sera on ne peut pas vous répondre. Juste ça. Oui, parce que il faut faire toute l'analyse aussi du PLU. On va peut-être pas non plus pouvoir après, n'hésitez répondre. pas si vous avez des questions un peu type, on pourra essayer de répondre, etc. On pourra même demander à Laurence juste sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas, on essaiera de vous répondre au maximum de ce qu'on peut faire sous cette vidéo. Pas trop quand même. Hein. Non, mais si ça peut donner un coup de boost, on verra si tu maîtrises. Non, mais un coup de boost à cette vidéo, on le fera. Ouais, mais par contre, soyez très précis. Et malheureusement, on sait que une fois qu'il y a trop de précision, on va peut-être lever d'autres loups. Alors bon, voilà, sachez que ça peut être assez compliqué, les analyses PLU. Vous l'avez compris dans tout ce qu'on vient de se dire. Donc écoute, encore une fois, merci Laurence, merci à vous. Merci Ben. Avec plaisir. Abonnez-vous, comme d'hab. Je finis avec mon speech habituel. Vous abonnez à la chaîne du Cercle. Il y a trop de gens qui regardent la vidéo, qui adorent nos vidéos, qui mettent des commentaires et qui s'abonnent pas. Il y a des gens qui mettent pas de j'aime, il y a des gens qui mettent pas de commentaires. Mettez tout ça et puis partagez avec vos collègues marchands de biens, futurs marchands de biens, aspirants marchands de biens, investisseurs immobiliers. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'attends tous vos j'aime. Elle attend tous vos j'aime en plus. Bah oui, allez, ciao.